Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. C'est un très grand plaisir de vous accueillir ce soir pour ce nouvel épisode des conférences débat de La Hague. Nous vous invitons ce soir au troisième et dernier rendez-vous d'un cycle consacré, vous le savez, cette année à la pierre. Et pour clore ce cycle, eh bien, une table ronde et des échanges, vous allez le voir, passionnants avec des acteurs passionnés. Je suis Johan Coulépi, journaliste présentateur indépendant. Je vais donc avoir le privilège de vous accompagner tout au long de cette soirée. Une table ronde, je le disais précédemment, consacrée à la restauration du bâti ancien, avec peut-être en ligne de mire, et ça parlera, je le sais, à certains d'entre vous, cette question parfois épineuse, comment préserver, restaurer, maintenir un patrimoine sans le figer, sans dogmatisme. En effet, les enjeux sont de taille. On parle de patrimoine et donc d'identité, de culture, de territoire. Il s'agit également de pérenniser ces bâtiments en composant intelligemment entre techniques modernes et savoir-faire ancien. Et tout cela dans un contexte de transition énergétique et de respect environnemental qui deviennent impérieux. Voilà, je vous propose de débuter sans plus attendre cette soirée. Et pour cela, j'invite Marie Laprand. Elle est adjointe au maire en charge du développement durable et du cadre de vie à me rejoindre sur scène pour l'ouverture officielle de cette table ronde. Je vous donne le micro. Bonsoir à tous. Ça marche? Oui, ça marche. Normalement ça fonctionne. Le mien va fonctionner également dans quelques instants. Voilà. Alors, je le disais, une table ronde qui s'inscrit dans ce deuxième cycle, qui est consacré à la pierre et qui suit le premier cycle, les paysages. Hein. Donc il y a un continuum dans ce que vous avez créé. Exactement, on a voulu écrire des fils rouges thématiques qui reprennent tous les ans un élément qui va nous faire voyager. Cette année, c'est la pierre, vous l'avez vu, et l'année dernière, c'était effectivement le paysage. L'intérêt, le lien qu'on a vu, c'était ce paysage classé. Pourquoi le paysage de la Hague a été classé de la manière, paysage naturel, mais aussi de par le bâtiment, les villages qui sont classés. Et voilà, l'objectif, le lien, c'était de pouvoir continuer à préserver ces paysages tout en les rendant vivants. Et la pierre, c'est quelque chose qui est structurel chez nous, qu'on retrouve dans beaucoup de nos constructions et donc de nos rénovations. Alors, on a évoqué, j'ai évoqué en introduction les enjeux de cette thématique. On va aussi parler, et on va faire un éclairage particulier sur la pierre de schiste, notamment avec les toits en lauze. Vous m'avez dit ce qui était important aussi pour vous, entre autres choses, notamment, c'est la notion de préservation. Mais cette préservation, je le disais, qui s'inscrit aussi dans des enjeux plus larges de développement durable. Tout à fait. Le développement durable, c'est pas juste préserver l'environnement, c'est aussi le volet social et économique. Donc quand on parle de restauration de nos bâtiments au regard des enjeux du développement durable, il faut qu'on soit en mesure de définir les meilleurs moyens qui vont permettre à ce patrimoine de rester vivant. Et donc pour ça, il faut que les gens continuent à avoir les moyens de restaurer et l'envie et les paysages et les bâtiments. Voilà. Et puis peut-être une dernière question qui peut aussi interroger les citoyens, c'est la question de l'opération Grand Site. L'idée, et ça aussi c'était important pour vous, de rappeler que ce n'est pas une nouvelle contrainte qui va s'ajouter au territoire, mais bien au contraire, c'est pour faire avancer les projets. C'est ça en fait l'esprit de ce grand site. C'est ça, en fait, l'opération Grand Site, c'est une opération qu'on mène avec un tas d'acteurs justement qui, eux, peuvent être à l'origine de la mise en place des normes et des règles parce que justement notre paysage est classé, on a ces règles, et parce que le paysage est magnifique, il est classé. Et donc comme il est magnifique, on a beaucoup de monde qui vient. On a beaucoup de touristes à accueillir et du coup, il faut qu'on arrive à structurer ce flux tout en préservant le cadre de vie de nos habitants, les gens qui y travaillent, qui y vivent au quotidien. Et pour ça, on a besoin de travailler justement avec l'État, avec le préfet, avec le département, qui, eux, peuvent nous accompagner pour mettre en place des aménagements dans le cadre des règles qui sont établies pour préserver le paysage, mais tout en adaptant notre territoire à cette contrainte qui est le flux important de visiteurs quand même qu'on connaît sur le territoire.
On le rappelle, le projet, je notais la date, hein, il a été approuvé par le comité de pilotage, c'était le 3 juillet 2023, et par le conseil municipal, bien sûr, de La Hague. Est-ce qu'on a juste une petite idée sur les prochaines étapes, ou c'est un petit peu trop tôt pour en parler? Là, on rentre vraiment dans la phase opérationnelle. Donc, par exemple, on acte un projet de déploiement d'un schéma d'accueil des véhicules aménagés. On ne dit plus camping-car, on dit véhicules aménagés. Parce qu'aujourd'hui, même si le camping caravaning est interdit sur les sites classés, donc sur le littoral, etc., on n'a pas vraiment structuré d'endroits où ils peuvent aller ailleurs que sur ces sites littoraux. Donc l'objectif, c'est de leur mettre à disposition des aménagements pour qu'après on puisse aller leur dire vous n'avez pas le droit de faire du camping-car à cet endroit-là. Voilà, donc c'est par exemple une de ces actions-là. Ben, merci beaucoup Marie Lapran pour cette introduction, et puis merci de nous avoir réunis ce soir pour cette table ronde qui va débuter dès à présent. Merci beaucoup Marie Lapran. Merci. Allez, je vous propose de débuter cette table ronde en accueillant nos trois intervenants, Elisabeth Justom, Emmanuel Fauché et Frédéric Rose. Madame, messieurs, si vous voulez bien me rejoindre et prendre place sur scène pour débuter ces échanges, je vous en prie. Je vous en prie, installez-vous. Alors, nous sommes en compagnie d'Elisabeth Justom, technicienne des bâtiments de France à l'UDAP de la Manche, l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, Frédéric Rose, qui est le directeur d'Eustache Couverture, et Emmanuel Fauché, directeur du CAUE de la Manche, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Elisabeth Justom, j'aimerais débuter avec vous. On parle de paysage, on parle d'urbanisme, on parle d'architecture. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots le périmètre de vos fonctions, vos missions et l'UDAP, qu'on sache voilà, d'où vous parlez exactement? On fait un petit test micro? Alors, donc je suis Elisabeth Justom, je suis technicienne des bâtiments de France, donc je travaille au sein de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine qui est située donc à Saint-Lô. Pour résumer, on a 3 grandes missions: conseiller, promouvoir une architecture et un urbanisme de qualité, contrôler et expertiser les projets d'aménagement et de construction dans les espaces protégés, assurer la conservation et la valorisation des monuments historiques. Et donc moi, je suis instructrice contrôleuse de l'architecture et du patrimoine. Et donc mon travail, en fait, c'est de faire de l'instruction sur les dossiers d'autorisation d'urbanisme, notamment sur la commune de La Hague. Ça veut dire quoi exactement, si on peut plonger avec vous, hein, instructrice, contrôleuse? Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots qui, parfois, on le sait, peuvent effrayer, hein, dès qu'on parle d'ABF, architecte des bâtiments de France, on se dit, ah, ça y est, on va rien pouvoir faire. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? En fait, le territoire de La Hague est couvert par différentes protections. Les sites classés, sites inscrits, qui dépendent du Code de l'environnement pour la protection des paysages, et aussi par des périmètres de protection des monuments historiques. Et donc en fait, dans tous ces sites, dès qu'un particulier, ou même une commune, veut faire des travaux sur des bâtiments, donc il faut qu'il dépose une autorisation d'urbanisme, mais en fait l'architecte des bâtiments de France est consulté dans le cadre de l'instruction des dossiers. En fait. On se tourne vers vous à ce moment-là. C'est ça. Merci pour cette présentation. Frédéric Rose, vous avez repris l'entreprise de couverture Eustache, alors une entreprise historique. On peut retracer, alors on ne va pas faire les 35 ans d'histoire, mais on peut retracer en quelques mots quand même les grandes étapes de cette entreprise. C'est une entreprise qui a été créée en 87 après la tempête par Marcel Eustache à l'époque, et puis voilà, spécialisée dans la couverture en pierre de pays. En pierre de pays. Et vous l'avez reprise il y a une dizaine d'années, c'est ça? C'est ça. Pierre de pays, on va en reparler. On va notamment parler de la pierre de schiste.
sur laquelle vous travaillez. On va redécouvrir avec vous les toits en lauze. Ça c'est quelque chose d'intéressant. On les connaît beaucoup à la montagne, mais bien sûr, ils existent dans la Manche et ils ont une particularité unique en France. Mais on le verra après avec vous, Frédéric. Emmanuel Fauché. Alors, je le disais, vous êtes le directeur du CAUE de la Manche. Je rappelle l'acronyme, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'est quoi ça, le CAUE? Le CAUE est une structure associative loi 1901 qui a été créée à l'occasion de la loi sur l'architecture en 1977 et qui a des missions de service public, de conseil, d'accompagnement des projets de tous les maîtres d'ouvrage, publics et privés, d'un département. Voilà. Donc on fonctionne avec un conseil d'administration. Vous retrouvez au CAUE des paysagistes, des architectes, des urbanistes. Et notre démarche, elle est bien de réussir à faire le lien entre l'idée du projet et ce qui se passera sur le territoire. Vous avez parlé tout à l'heure de paysage en introduction, vous parliez de l'opération Grand Site. À chaque fois qu'on intervient dans un paysage, à chaque fois qu'on y travaille, à chaque fois qu'on agrandit un patrimoine, à chaque fois qu'on le modifie, en fait on dépose une trace qui peut être parfois violente et brutale, et on a plutôt l'idée que ça devienne une empreinte et que la conscience qu'on pourrait avoir soit partagée du fait que déposer un geste dans un paysage, c'est le faire d'une manière définitive et sur un terme long. Et donc, partageons la conscience, en fait, de gestes les plus doux possibles, les plus adaptés. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une exposition là, à l'extérieur de la salle qui parle de cette notion d'empreinte et qui dit les prénoms, c'est comme la vie, ça s'efface. Merci Frédéric pour cette présentation, Emmanuel, pardon, pour cette présentation. Le geste, on va y revenir, Emmanuel, sur cette notion de geste, mais avant cela, j'aimerais me tourner vers vous, Elisabeth Justom, pour parler de cette notion de contrôle scientifique et technique. Hein, j'ai repris les termes exacts, notion de contrôle scientifique et technique. Vous ne faites pas d'appel à maîtrise d'ouvrage, vous faites vraiment cette notion, c'est finalement vous vérifiez la genèse jusqu'à la réalisation des travaux. Il y a de la genèse à la réalisation des travaux, comment ça fonctionne exactement, à la fois pour les particuliers, mais également pour les communes, par exemple. Alors, le CST, qu'on appelle entre nous, en fait, c'est ça. CST, Comité Scientifique et Technique, c'est ça? Contrôle scientifique et technique. Scientifique et technique. En fait, c'est une notion qui a été apportée par une loi de 2009, en fait, sur la préservation des monuments historiques. Et en fait, ça consiste à contrôler donc, les travaux sur les monuments historiques, mais oui, comme vous disiez, de la genèse du projet jusqu'à la fin de la réalisation des travaux. Donc en fait, ça ne consiste pas simplement à venir contrôler les travaux lors d'un chantier, c'est venir rencontrer les particuliers, les propriétaires ou les communes pour les orienter sur la bonne piste et puis les orienter aussi sur les procédures. Un mot qui fait un peu peur, mais et sur les réglementations qui existent sur les monuments historiques, notamment la maîtrise d'œuvre, parce qu'ils sont obligés de faire appel à une maîtrise d'œuvre particulière, notamment sur les édifices classés. On parle d'édifices classés, on parle également des églises. J'aimerais qu'on prenne l'exemple, Elisabeth Justom, si vous voulez bien, de l'église de Biville. Alors c'est évidemment, hein, on en parlera avec monsieur Rose qui représente l'entreprise Eustache. Hein, voilà, ce binôme est important. Mais rappelez-nous un petit peu le travail qui a été fait sur cette église. Et alors comment ça fonctionne pratiquement? Il a fallu refaire, voilà, on voit l'exemple de toiture en pierre de schiste. Il a fallu refaire la toiture. Comment ça fonctionne? Comment fonctionnent les échanges? Comment vous avancez ensemble pour ce projet? Alors, ça a été très très long. Je me souviens que quand j'ai été affectée au secteur de La Hague, et que je suis arrivée, je crois, en 2015, j'ai été affectée sur le secteur de La Hague, je pense, en 2017, il me semble. Et le projet de restauration de l'église de Biville était déjà un petit peu, pas sur les rails, mais il était déjà il y avait déjà une étude qui avait été réalisée par une assistance à maîtrise d'ouvrage. Bon, il s'est avéré que l'étude n'était pas suffisamment de qualité et il a été, notamment la direction régionale des affaires culturelles a dû
demandé à la commune de revoir un peu, et donc il a été réalisé un nouveau diagnostic général de l'église, et qui a abouti à la réalisation des travaux qui a eu lieu, qui s'est terminé là, cette année. Mais ça a été un long chemin de rendez-vous, d'explications entre le maître d'ouvrage et aussi le maître d'œuvre, parce qu'il a fallu choisir un maître d'œuvre, un architecte du patrimoine en l'occurrence. Ça a été très très long, mais c'est pas terminé, puisqu'il y a une deuxième tranche. Mais le projet, en l'occurrence, le projet qu'on évoque sur l'église de Biville, originellement, il y avait la volonté de changer l'intégralité de la toiture, et puis ça a été revu. Finalement, elle n'était pas en si mauvais état que ça, c'est ce qu'évoquait Emmanuel Fauché. Le geste, réfléchir au geste, parce que ça transforme durablement le bâtiment. Là, finalement, vous vous êtes dit, on va remplacer quelques pierres, c'est ça ? Oui, alors justement, j'en parlais avec Monsieur Heureux juste avant qu'on commence, et c'est vrai qu'à l'origine, la couverture devait être refaite entièrement, donc ça avait un coût quand même très très important. Oui. Et finalement, avec une étude de l'état sanitaire de la couverture, il a été constaté finalement qu'elle n'était pas en si mauvais état que ça, et qu'il y avait moyen de la réparer pour pas... voilà. C'était plutôt bénéfique. Frédéric Rose, alors cette église de Biville, et peut-être avant cela, la pierre de schiste. Oui. Cette pierre bleue, on dit bleue, qui évolue évidemment dans le temps, sa couleur évolue. C'est quoi cette pierre d'abord ? C'est un schiste déjà, c'est pas une pierre. Donc on peut le tailler au marteau à leur plume. Ouais. Et, c'est pas une pierre de taille en fait, voilà. Ça reste un schiste. Ça reste un schiste. Donc c'est plus malléable, plus facile à travailler, ça se fait au couteau, un petit marteau. Cette église de Biville, alors, vous avez répondu à un appel d'offres, ça se passe comme ça, et puis ensuite, comment ça chemine alors ce projet ? On répond à l'appel d'offres, après voilà, il y a une prise de retenue, et puis après voilà, il y a un architecte qui pilote le chantier, et puis avec des réunions toutes les semaines, et puis... Ah oui, c'est ça. Alors, comment fonctionnent ces réunions ? Comment fonctionne le dialogue ? Comment fonctionne le dialogue ? C'est ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir plonger un petit peu avec vous derrière les coulisses. Comment ça fonctionne un dialogue entre vous, artisans, et l'architecte et sa vision ? C'est des réunions toutes les semaines, et toutes les semaines on fait un point sur l'avancement du chantier. On a des plannings à respecter, et voilà, on s'y suit en fonction du temps. Oui, alors ça c'est l'aléa de votre métier, effectivement. On parle de pierre de réemploi. Il y a aussi cette magnifique, enfin vous me direz si vous partagez cet avis, mais cette magnifique expression, c'est l'architecture de cueillette. C'est-à-dire qu'on prend les pierres qui sont aux alentours. Historiquement, c'était le sous-sol géologique, on utilise ce qu'on a autour de soi. Aujourd'hui, il n'y a plus de carrière de pierre de schiste dans la Hague. Comment vous faites ? On travaille qu'avec la pierre de réemploi. C'est de la pierre qu'on démonte soigneusement, et puis après on les retaille, on les retrie, on les calibre, on les sonne pour savoir la qualité de la pierre, et après on les repose sur ce genre de bâtiment. D'accord, donc c'est de la pierre qui a eu déjà une histoire et qui poursuit son histoire dans le temps. Une pierre dans sa vie peut être taillée 3 à 4 fois. 3 à 4 fois, c'est ça, c'est ce que vous me disiez. Et au-delà, elle est tellement réduite qu'elle est trop petite pour être utilisée. Exactement, on n'a pas le recouvrement nécessaire. Ouais. Alors en termes de durée de vie et en termes d'histoire, avec un grand H, une pierre de schiste, ça traverse combien de décennies ? Une centaine d'années selon l'exposition. Ah d'accord, ok. Une centaine d'années. Alors, mais ça veut dire qu'au bout de 100 ans, je peux la réutiliser et elle va revivre 100 ans à nouveau. Et on la retaille, et ainsi de suite. D'accord, donc 3 à 4 siècles d'histoire sur une pierre. Emmanuel Fauché, Pierre de la Hague, on parlait du sous-sol géologique et vous me disiez, quand on a préparé cette table ronde, le sous-sol d'abord il est extraordinaire et c'est ce qui donne la couleur à la Hague, la couleur, voilà cette couleur si particulière. C'est la couleur de nos paysages, la couleur de nos territoires. Alors les tailleurs de pierre, les gens qui travaillent le bois, les gens qui travaillent le sable, l'argile, la terre, le sable, les constructions ont la couleur aujourd'hui de ce qui est sous nos pieds, très exactement. Et nos comportements modernes, finalement, ils ont apporté des choses qui n'avaient pas de nature à être insérées dans ces lieux-là. Ce que je trouve très intéressant, il y avait un sous-titre dont vous avez parlé tout à l'heure dans cette soirée, qui est le patrimoine, la pierre, à l'aune de la responsabilité environnementale, du développement durable, etc. Et là, on parle de réemploi, on parle de réutilisation.
Donc on parle de réparation. Vous savez très bien, vous avez tous un téléphone dans vos poches que vous allez très certainement jeter à la fin de sa vie parce qu'il n'est juste pas réparable. Et là, on est capable de travailler sur du bâtiment, sur des bâtiments anciens, vous l'avez très bien expliqué, et avec l'idée non pas de le refaire à neuf, mais pour le coup de le regarder, de l'ausculter, de veiller en fait à son état, et de pouvoir continuer à le faire vivre sans pour autant avoir à retraiter la totalité de l'enveloppe. Et ça, c'est un travail entre l'UDAP en parlait très bien, les maîtres d'œuvre en parlent aussi très bien, mais on doit veiller en fait à un risque qui est celui de vouloir toujours refaire à neuf, à l'existant, quelque chose qui existait. Une collectivité n'a pas des budgets démentiels sur ce genre de sujet, même si les projets de patrimoine sont très bien accompagnés. Là, je lis en fait tous les patrimoines. On parle d'un patrimoine spécifique, encadré et protégé, mais c'est la question de tous les patrimoines. Et du coup, le fait du refaire à neuf, le fait de vouloir retrouver la couleur initiale, peut pervertir la nature du chantier, des investissements, les rendre impossibles pour les collectivités et pas toujours être au service de nos territoires. Et le fait d'entendre votre témoignage enrichit finalement la démarche, puisqu'on peut se dire, de la même manière qu'on peut intervenir ponctuellement en fait sur un objet, on peut le faire aussi sur un édifice. Et donc la pierre, c'est de la pierre de réemploi, donc c'est de la pierre locale. Donc on est dans une économie, alors circulaire, sphérique, je ne sais pas trop, j'ai entendu les deux termes, ils sont tous les deux cohérents et puis et complémentaires, mais c'est une vraie démarche. On interpelle en fait le passé pour le mettre en phase avec une attention moderne de nos territoires. Alors quand je dis ça, tous les maîtres d'ouvrage n'ont pas forcément la possibilité d'aller jusque-là, parce que c'est un savoir-faire, c'est un geste, c'est des métiers que vous transportez depuis de très nombreuses années avec des compagnons, des professionnels qui aussi connaissent ce geste-là. Il a une valeur. Il a une valeur qui est la valeur du travail. Donc il a un coût et on ne peut pas faire l'économie de ce coût-là. Donc la question complémentaire aux démarches que l'on partage là, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut intervenir aussi sur des patrimoines importants sans pour autant avoir la possibilité financière d'y intervenir de cette manière-là, et quels sont les petits gestes qu'on peut mener. Et ça, c'est un travail du quotidien qu'on a les uns et les autres, parce que quand on arrive sur certains territoires, quand on rencontre une collectivité, au CAU, on travaille très en amont dans les territoires, et puis à chaque fois qu'on est questionné sur un monument historique, l'UDAP fait partie des acteurs qui sont intégrés. On se pose toujours la question de la nature des gestes qu'on va poser à cet endroit-là, par rapport aux possibilités pour la collectivité de pouvoir investir ou accompagner financièrement ce qui va se passer. Alors il y a beaucoup d'acteurs qui aident au financement, qui apportent des subventions, mais voilà, on peut faire avec, et si on fait sans, il faut bien veiller aux gestes qu'on met en place pour jamais ne mettre en difficulté le bâtiment si jamais on arrive à intervenir. On reviendra sur cette notion effectivement de si on est contraint de faire sans, comment on fait, avec quelle technique. Mais avant cela, Elisabeth Justom, j'aimerais qu'on aborde quand même un sujet qui est passionnant, mais qui en même temps peut soulever parfois des polémiques. C'est la question de la conservation, de la préservation, voire parfois aussi de la réhabilitation. Et je vous ai posé cette question quand on a à nouveau préparé cette table ronde. Comment on fait pour être pragmatique sans sombrer dans le dogmatisme? Finalement, la question, je la résume ainsi, c'est comment conserver sans figer, puisqu'on l'entend et on le voit avec Monsieur Rose, finalement, le patrimoine, il évolue avec le temps, il évolue avec les circonstances. Une pierre est sur une église, demain elle sera ailleurs, sur pourquoi pas un petit patrimoine vernaculaire, je ne sais pas, mais comment on fait? Est-ce que ça, c'est une question pour vous à laquelle vous êtes souvent également confrontés? J'ai envie de dire que c'est un peu tous les jours qu'on est confronté à ça, en fait, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que, comme on n'a jamais dit qu'il fallait figer les constructions, que ce soit ici ou ailleurs, et du coup, c'est justement notre travail d'accompagner l'évolution du patrimoine et pour ne pas l'empêcher pas l'empêcher de vivre et de le faire mourir finalement, parce que s'il n'est plus utilisé, il n'est plus entretenu et il est abandonné au final. Oui, c'est ça. Il peut finalement,
dans une idée de le figer tel qu'il a été à un moment donné, il peut potentiellement disparaître ou en tout cas se dégrader. Finalement, aussi une autre question qu'on connaît et que vous connaissez tous, c'est lorsqu'on parle de restauration, réhabilitation, il faut faire à l'identique. Mais cette question aujourd'hui, elle se pose, et notamment, et c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir Frédéric Rose à cette table, c'est qu'il n'y a plus de carrière de pierre de schiste dans la Hague. Alors, quelle est la doctrine, si doctrine il y a? Est-ce qu'on veut impérativement de la pierre de schiste, fût-elle importée d'Espagne ou de Chine, avec les conséquences environnementales qu'on connaît, que j'évoquais en introduction, avec un aspect qui n'est peut-être pas, qui ne sera pas de la même qualité. Enfin, là, il y a une limite aussi. Refaire à l'identique, comment vous faites, vous, pour tracer cette limite? Et j'imagine que, voilà, elle est parfois sinueuse, cette frontière. Oui, elle est un peu sinueuse, mais disons quand nous travaillons sur les dossiers qu'on reçoit, en fait, alors l'inconvénient, c'est que quand on reçoit les dossiers, en fait, les particuliers, en fait, ils ont déjà travaillé sur leur projet, et on arrive un peu à la fin, et du coup, c'est assez difficile de rattraper un peu le coup parti, quoi. Mais quand on instruit les demandes, en fait, on ne regarde pas uniquement, disons qu'on n'a pas une doctrine, c'est pas systématiquement de la conservation à l'identique ou de la réfection à l'identique. Il y a quand même un genre de tri qui est fait. Parce qu'on sait bien que tous les dossiers n'ont pas il n'y a pas un enjeu identique à chaque fois, en fait. Bon, donc là on est rassuré, il n'y a pas de dogmatisme en tout cas. Frédéric Rose, vous avez un stock, mais ce stock il va s'épuiser. Vous avez combien le stock dont vous disposez? Non, mais après on découvre, il y a des particuliers qui ne recouvrent pas en pierre, et on conserve toujours les pierres. Ah oui, d'accord. Voilà, D'accord. on a un stock constant. Stock constant. Mais aujourd'hui, ce stock constant, il peut vous mener pendant combien d'années 10-15 ans. 10-15 ans, d'accord. Ok, donc là, pendant 10-15 ans, on est tranquille, on sait qu'on peut réhabiliter avec votre stock notamment. D'accord. Une autre question, qu'est-ce que vous pensez aux alternatives qu'on évoque? Non, gardez le micro, Frédéric. Qu'est-ce que vous pensez des alternatives qu'on évoque? Alors, je crois qu'il y a de la pierre de Chine, mais qui n'est pas un schiste, vous me disiez? Oui, c'est une pierre, tout à fait. C'est une pierre? Ouais, tout à fait. Avec les contraintes alors de taille, plus compliquées, plus... Ça ne se travaille pas de la même manière, oui, tout à fait. Ouais. Espagne? Oui, Espagne, on en fait en noir, oui. Ouais, ah oui, c'est ça, c'est pas... C'est de l'ardoise. Ah oui, c'est de l'ardoise. Mais alors, pierre de schiste, potentiellement, si on voulait de la pierre de schiste récente, il faudrait la faire venir d'où? Argentine. Argentine. D'accord, bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'artisan? Quand on vous dit, bah, nous on veut à l'identique, donc faites venir d'Argentine, vous en pensez? Vous pensez quoi de ça? Il faut surtout prioriser le réemploi, quoi. Il y en a tellement de jetés de la pierre. Oui. Ah oui, on jette, quand on n'utilise plus, on jette. Certains jettent. D'accord. C'est dommage. Oui, là, effectivement, c'est dommage. On n'hésite pas à vous contacter, alors si on veut se débarrasser de la pierre, potentiellement, ça peut vous intéresser. Emmanuel Fauché, on parle de préservation, on parle de comment évoluer sans figer. Alors, on fait le grand écart avant-gardisme, passéisme, on dit ce qu'on veut, mais quel est votre regard avec ce lien à la fois à la mémoire et à la transversalité qu'on évoque là? En fait, il y a un truc génial dans le patrimoine du Cotentin, quand on le regarde bien, c'est ses dimensions. Et en fait, ces dimensions qui sont liées aux dimensions d'un arbre, par exemple, quand un détailleur de pierre se rencontrait et allait construire une maison, on coupait un arbre, l'arbre tombait et la longueur du fût, finalement, donnait la largeur de la maison parce que ça allait servir à faire toutes les poutres du plancher, puis une partie, la charpente, et puis la couverture. Et tout ça fonctionne avec la nature. Donc ces dimensions-là, qui étaient utilisées, existaient dans la nature. Et le monde moderne, les outils qui nous ont été donnés, en fait, nous ont permis de construire d'autres solutions, finalement, malheureusement, plus coûteuses, parce que nécessitant
des points de soutien supplémentaires, des interventions complémentaires pour pouvoir gérer beaucoup de mouvements sur une couverture par exemple. Et dans la démarche d'approche, vous parliez le lien, vous me posiez la question du lien entre le passé et l'avenir, au moment dans lequel on est. Je crois finalement que faire attention à ce qui a été, c'est pas forcément faire vieux con, mais c'est aussi se donner la possibilité d'inventer à nouveau des solutions qui deviennent du coup contemporaines. Vous pouvez le voir sur la question du logement individuel. Qu'est-ce qu'on fait? On construit, on propose des tiny houses. Donc on propose des logements de petite dimension. Et ça permet aussi à des charpentiers, aujourd'hui, avec des dimensions économiques, de fabriquer des logements extrêmement bien isolés, conçus d'une manière rigolote et intéressante. Bon, c'est pas forcément évident de passer sa vie dans un petit logement, mais en tous les cas, il y a ici une réponse de modération d'utilisation de la ressource et d'optimisation de la nature, de la qualité thermique du bâtiment, par exemple. Et donc ça on ne l'a pas forcément dit comme ça, mais on peut importer d'un monde qui a existé une manière de construire et d'inventer différemment. Je pense beaucoup aux gestes et au savoir-faire. Les professionnels qui travaillent sur nos territoires ont des savoir-faire. Et aujourd'hui, la réglementation, alors je me permets de le dire à votre place parce que pour vous c'est certainement beaucoup plus difficile que pour moi, la réglementation met en difficulté des gestes et des savoir-faire. Parce qu'on a des obligations de réalisation qui sont couvertes par un certain nombre de documentations techniques officielles et qui font que parfois un artisan se retrouve dans une difficulté de réalisation parce qu'il a un geste technique à mettre en œuvre qui n'est pas forcément couvert par un système de reconnaissance en fait de son métier, de son savoir-faire. Et je pense qu'en additionnant les deux, moi je rêve de retrouver un charpentier ou un scieur de bois du XVIIe siècle, de lui donner nos outils modernes et de lui proposer de fabriquer avec nous quelque chose. Il aura une ingéniosité qu'on n'a pas nous mise en place parce qu'on est directement issu d'un monde qui maintenant met sa mémoire dans ces petits objets-là. Je ne sais pas combien vous connaissez le numéro de téléphone, moi j'en connaissais 150 avant, et là j'en connais moins de 10, parce que tout est là-dedans. Et les solutions technologiques en fait, qui nous sont apportées ne nous permettent pas forcément d'interagir avec ce qui est autour de nous. Et je suis très sensible donc à votre démarche et à ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, dans l'idée du réemploi, c'est regarder ce qui est, quelle que soit la provenance historique de ces éléments-là, de les analyser, donc dans leurs racines qui leur a permis d'être à un moment donné, et dans la manière avec laquelle on peut continuer à leur donner vie. Et là, on conçoit des choses qui sont directement imprégnées en fait de gestes humains. Donc tout ça, c'est un lien humain. Ce sont des professionnels à un moment donné qui ont fait avec un lieu un territoire et qui lui ont donné sa couleur. Et réinterpréter ça aujourd'hui, c'est pas faire différemment, c'est faire avec. Et aujourd'hui, on s'oppose beaucoup, on essaie de contrer, on essaie assez peu d'accompagner. Et votre travail, nos démarches collectives, c'est finalement d'accompagner des patrimoines, des lieux, et au profit d'éléments importants qui sont les paysages, les usagers, les habitants. Parce que tout ça, sans les habitants, n'existerait pas. Eh bien, il faut ce que vous nous dites finalement, c'est que par ces gestes, on fabrique le patrimoine de demain, en réalité, aujourd'hui. Et ben, c'est bien aussi de se projeter. Et dans votre philosophie, dans votre approche, vous dites également que parfois certains éléments ont fait leur usage. Ils ont rendu leur service et il faut accepter qu'ils puissent disparaître ou être réemployés. Et je vous cite, vous dites c'est une forme de remerciement ultime à soit ces paysages, ces bâtis, que sais-je encore. Tout à fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Rien n'est figé. On ne met pas sous naphtaline. Parfois, on se dit qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas conserver, qu'on ne peut plus garder. C'est-à-dire que les dégâts sont trop importants, les pertes d'éléments sont trop fortes, et on ne pourra pas remettre en scène quelque chose. Et on peut effacer. Alors effacer, on ne le fait jamais d'une manière brutale. Effacer, c'est aussi transporter une mémoire, c'est aussi fabriquer un souvenir. Et donc c'est dessiner, c'est photographier, c'est écrire, c'est faire un peu de recherche pour connaître la nature d'un élément qu'on efface. Mais c'est aussi et surtout donner la possibilité à quelque chose d'autre d'exister. Et quand je dis ça, il ne faut pas effacer par principe. Et se dire, dès que quelque chose nous interroge, nous questionne, nous gêne, allez hop, on met un coup de tractopelle et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Non. Il faut en parler, il faut échanger. On parle de pluridisciplinarité, de transversalité depuis tout à l'heure. C'est que les pierres que vous posez
elles le sont sur des voliges ou des charpentes qui ont aussi une histoire, qui sont elles-mêmes accrochées à des murs qui assurent les descentes de enfin, voilà, enfin, tout ça fonctionne ensemble, et tout ça fonctionne avec un sol. Et on n'est pas uniquement en train de parler finalement de la pierre ou de la manière avec laquelle on l'installe, mais elle transporte avec elle un tas d'éléments qu'on a souvent tendance à oublier. Et l'ensemble de ces éléments-là convoque aussi des métiers, convoque des connaissances locales. Il y a très certainement des gens dans la salle qui ont une lecture, une connaissance d'un lieu de vie, d'un lieu d'habitation, d'un lieu de patrimoine, et leur savoir, leur connaissance est aussi importante que votre connaissance et votre savoir-faire, que la vôtre, que la nôtre. Et c'est dans cette démarche-là, finalement, qu'on réussit à faire du patrimoine. Parce que ce patrimoine-là, pour le coup, on peut le partager. Le partager, oui, voilà, ça je pense que c'est une notion effectivement importante dès qu'on parle de patrimoine. Autre notion importante, j'ai évoqué en introduction, c'est bien entendu la question environnementale. Aujourd'hui, on ne peut plus penser un bâti, un paysage, un environnement sans se poser la question de la transition énergétique. Et justement, ça, c'est inclus dans une mission générale, je crois, Elisabeth Justel, je le disais, l'accompagnement pour la transition énergétique et le développement durable. Ça, voilà, ça regroupe aussi une part importante de vos missions. Mais ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Alors, j'avais pas préparé cette question. Alors, ça se prépare comment? En fait, du coup, nous, ça nous donne une responsabilité d'être informés, en fait, de toutes les techniques qui existent, qui permettent d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, surtout sur le bâti ancien. Et du coup, il faut qu'on soit informé. Ça, c'est vraiment, oui, alors c'est votre mission, vous avez l'obligation de vous tenir informé. Et lorsque vous dites cette obligation de se tenir informé, c'est de prendre en compte aussi alors les innovations pour les incorporer dans vos préconisations parfois. Ça aussi, ça peut arriver? Oui, bien sûr. Et de toute façon, on est confronté relativement souvent à des projets qui comprennent des travaux d'amélioration de performance énergétique. Donc on est obligé de toute façon d'en tenir compte. Et puis le patrimoine bâti ancien en fait représente quand même une part importante du bâti, même si c'est pas la majorité, mais du coup même le patrimoine ancien en fait doit faire sa part en fait. On verra, effectivement, on reviendra sur la façon dont le bâti ancien peut faire sa part sans être dénaturé. Frédéric Rose, vous, donc vous travaillez la pierre, vous travaillez cette pierre de schiste, vous travaillez les toits en lauze. Quel est votre regard sur cette notion de performance énergétique? Parce que voilà, on sait que la pierre, ça a des valeurs de perspiration. La pierre ne quitte pas le chantier. Quand on démonte soigneusement. Il y a toujours un petit peu de perte, mais la pierre, elle est taillée souvent sur place. Ouais, c'est ça, vous ne la ramenez pas à l'atelier, vous taillez sur place. Et alors, j'évoquais en préambule, en vous présentant, je disais qu'il y a une particularité avec cette pierre de schiste et ces toits en lauze dans le Cotentin par rapport à d'autres sites en France, et notamment qu'on connaît bien dans les Alpes. C'est quoi cette particularité? Et est-ce que c'est un atout, voilà, j'essaie de reboucler, est-ce que c'est un atout aussi en performance énergétique? Alors d'abord, la particularité. Chez nous, elle est maçonnée à chaud. Voilà. Il y a des joints entre les pierres. C'est ça, il y a des boudins de chaux, ça repose sur ces boudins, et... En montagne, elle est posée à sec. Ah oui, d'accord, ok. Et alors, ça, est-ce que vous, dans votre connaissance, votre artisanat, votre savoir-faire, ça a un apport particulier en termes de performance énergétique ou Non, pas forcément? La performance énergétique, quand on est artisan, qu'on travaille les maisons en pierre ou qu'on travaille le patrimoine, comment on l'intègre? C'est quoi les demandes qu'on vous fait? On vous dit mettez-moi de l'agglo là et puis de la pierre par-dessus. C'est quoi la demande? Après, nous, en couverture, on n'est pas tellement impacté. Non, il n'y a pas de... C'est plus des gens qui font de l'isolation. Ouais, c'est ça, ouais. Vous, il n'y a pas de demande particulière, pas d'inquiétude non plus particulière sur la pierre, les gens font confiance. D'accord. C'était important de le rappeler. On reviendra aussi sur votre savoir-faire, mais avant cela, Emmanuel Fauché, je sais que c'est un sujet que vous travaillez énormément, c'est la réhabilitation du bâti ancien. Et alors, on pourrait être tenté de se dire, bah tiens, allez, là je vais mettre un isolant, du placo, là je vais faire un sol en béton, je vais faire
une coque bien isolée, et là, tout va bien se passer, je ne vais pas avoir froid, et alors ça peut être vraiment la catastrophe. Je pense que vous êtes nombreux à le savoir et à l'imaginer, mais on rappelle quand même comment et pourquoi ça peut être une catastrophe de plaquer un moyen moderne sur des maisons en pierre séculaire parfois. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, un mur en pierre respire, une couverture, alors sauf quand elle est complètement étanche, mais perspire. Donc perspirer, ça veut dire transporter l'humidité, la faire migrer, et puis gérer le niveau d'humidité et la qualité de la température dans une maison. Et donc pour bien intervenir sur un patrimoine ancien, le mieux c'est de bien le connaître, c'est de regarder comment il fonctionne. Et puis c'est d'utiliser aussi des matériaux naturels qui sont proches de ceux qui ont servi à le construire. Et donc plutôt que de rapporter de la laine de roche ou de la laine de verre, ou pire, du polystyrène, mieux de la laine de bois ou du liège, on peut travailler avec des enduits correcteurs. Des enduits correcteurs qui sont des enduits posés sur la pierre à l'intérieur d'une maison, qui ne vont pas avoir la même qualité qu'un matériau isolant, mais qui vont en avoir une et pas des moindres. C'est de permettre à la paroi intérieure de conserver une température qui évitera des inconforts thermiques. Et si en plus cet enduit correcteur est composé pour partie de chanvre, le chanvre conserve ses qualités. Il a été coupé, il est mort, mais il conserve ses qualités techniques qui lui permettent d'absorber un excédent d'humidité et de le restituer quand il y en a besoin. C'est vrai aussi à l'extérieur. À l'extérieur, on peut citer parfois qu'un opus ne semble pas très très approprié. Enfin, on souhaiterait avoir une façade. Souvent, on entend une façade propre. Qu'est-ce que ça veut dire une façade propre en fait? Chaque appareillage a sa couleur et sa qualité. On parle aujourd'hui de la Hague. On pourrait être dans le Val-de-Serre, on pourrait être dans le Mortainais, on pourrait être du côté de Regniéville. Enfin, on a du Poudinque, on a des calcaires de Montmartin, on a fait des tas de pierres qui donnent finalement la caractéristique de nos paysages. Et très souvent aujourd'hui, avec la réglementation thermique, et je sais que pour l'architecte des bâtiments de France et puis pour les services de l'architecte, c'est une difficulté absolue, parce que c'est la première réponse technique qui arrive. On vous dit on va faire de l'isolation thermique par l'extérieur et basta. Sauf que, avec le recul qu'on a aujourd'hui, on découvre des choses qu'on partageait, déjà nous avec les gens qu'on rencontrait, sur des sujets qui sont liés à l'humidité non gérée à l'intérieur d'un bâtiment, sur des systèmes de ruissellement enfouis, des drains qui sont mis en pied de mur, pour lesquels on a carrément scié les bulbes de compression, parce qu'on a toujours imaginé que le bâti ancien n'avait pas de fondation. Le bâti ancien, il est intelligent, il s'est fait ses propres fondations. C'est-à-dire que les pierres se sont empilées, les unes au-dessus des autres. Vous n'imaginez pas la quantité et le poids de matière que ça fait. Et donc la terre, le sol, sous ce mur-là, s'écrase petit à petit, et puis fabrique une espèce de gros bulbe, qui est son bulbe de compression, et qui devient, en fait, sa propre fondation. Et lorsqu'on intervient directement en pied de mur sur un bâti ancien, quelle que soit la nature du bâti, ça peut être un édifice cultuel, mais ça peut être un lieu d'habitation, si on intervient trop près, en coupant en fait ce bulbe de compression, finalement on met en difficulté l'ouvrage, puisque le poids va devoir se répartir différemment. Lui, il n'a plus le temps de compresser la terre au pied de son mur pour retrouver son équilibre, et donc c'est là qu'on retrouve en fait des murs qui bougent, et vous avez pu le voir dans certains édifices, puisque c'est à ces moments-là qu'on tend des câbles, qu'on met des croix extérieures pour essayer de rattraper ce qui est en train de s'ouvrir. Un enrobé en pied de mur, voilà, ça c'est une catastrophe. Par exemple, si on prend cet exemple-là, si je veux mon enrobé, je veux vraiment un environnement lisse de toutes parts, ça, voilà, c'est plutôt moyen. C'est néfaste. Voilà. On parle du sol, on parle aussi de la végétation qui est dans le sol, et la végétation interagit avec le mur, sans forcément le savoir, mais ils se parlent finalement, et puis gère aussi la quantité d'humidité, donc la restitue à des moments donnés. En fait, la nature ne nous agresse pas, elle nous accompagne. Vous avez sans doute entendu parler de certains territoires où on a coupé massivement des arbres et où finalement on n'a plus su gérer l'eau qui apparaissait dans le sol. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais prendre une essence banale, pas forcément intéressante, mais un peu pliée, ça boit entre 400 et 600 litres d'eau par jour. Donc vous imaginez, quand on en abat une dizaine sur un site, après on a des gens qui nous appellent en disant mais on a de l'eau plein la cave, et puis oui, mais il y avait une vraie réalité. C'est vrai aussi sur les petites plantes, sur les inflorescences qu'on retrouve au pied des bâtiments. Un autre sujet intéressant dans le bâti ancien, si vous regardez un mur de près, vous allez y retrouver des petits insectes nicheurs. Vous allez trouver des petits bourdons, vous allez trouver peut-être des frelons, des abeilles, des lézards.
Et tous ces insectes, en fait, sont dans leur lieu de vie, c'est leur monde à eux. Et là où ils deviennent intéressants, c'est qu'ils mangent d'autres insectes qui peuvent attaquer, par exemple, des charpentes. Et donc, vous avez un vrai monde qui vit autour de nos bâtis anciens. C'est-à-dire que ce sont à la fois des lieux d'habitation pour nous, mais c'est aussi des lieux d'hébergement pour d'autres espèces. Et qui, elles, sont déjà en interaction et qui protègent finalement, notre maison. Et très souvent, lorsqu'on intervient sur un mur ancien, quand on a tendance à effacer finalement ces éléments-là, on a une période pendant laquelle tous ces habitats sont effacés et ne sont pas réoccupés. Et très souvent, c'est à ces moments-là qu'on découvre des pathologies dans les bâtiments, parce qu'elles apparaissent du fait d'une modification du monde dans lequel il est installé. Donc, vous parliez du goudron, par exemple, au pied d'un mur en pierre, c'est typiquement l'exemple où on a voulu installer... Alors, moi, je ne vais pas discuter le choix. Très souvent, on rencontre des particuliers qui ont besoin d'assurer une mobilité meilleure, qui ont besoin de se garer plus près de leur maison, mais qui, pour le coup, en mettant en œuvre cette solution qui leur semblait pas trop chère et plutôt propre, finalement tendent une toile étanche au pied d'un mur qui a besoin de respirer et font fuir au pied de ce même mur un excédent d'humidité qui finalement va migrer dans la paroi. Et si en plus on a eu la bonne idée d'y mettre un enduit plutôt chargé en ciment, l'eau va migrer jusque dans les combles et puis va verser à la charpente, etc. etc. D'ailleurs, la conférencière, si vous étiez présent sur la conférence Pierre Sèche, nous rappelait que mettre du ciment, vouloir cimenter les fondations d'une maison en pierre, c'est la fragiliser. C'est tout le contraire de l'effet imaginé, puisque ça l'alourdit, ça la fragilise et ça contraint sa durée de vie. Elisabeth Justin, comme vous, lorsqu'on parle de monuments, de bâtiments classés, inscrits, cette notion de performance énergétique, je le disais en introduction, est impérieuse. Elle s'impose vraiment à nous en tant que citoyennes et citoyens, dans une forme de responsabilité. Mais là, comment on peut faire? Est-ce que tout doit être réhabilité? Est-ce que tout doit être mis aux normes? Est-ce que ces performances énergétiques ont un sens pour tout type de bâtiment? Comment vous évaluez cela? Non, la performance énergétique, elle ne s'applique pas forcément sur tout le patrimoine. C'est en fonction de l'utilisation des constructions, en fait. Quand on y vit ou quand on utilise un bâtiment, c'est l'usage qui va un peu déterminer les attentes. On ne va pas isoler une église, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est pareil pour des manoirs ou des châteaux. Après, la réglementation, elle n'est pas tout à fait pareille sur le bâti ancien que sur le bâti neuf aussi. Donc, elle s'adapte. C'est un peu adapté quand même, quoi. Frédéric Rose, je reviens sur les éléments, parce qu'on parlait d'économie un petit peu circulaire, on parlait d'architecture, de cueillette. Quels sont pour vous les éléments importants quand on parle du patrimoine, de la pierre, qu'on voit derrière nous, la pierre que vous travaillez? Quels sont les grands fondamentaux sur lesquels vous ne voulez pas reculer? Vous dites, ça, c'est important pour l'identité du territoire, c'est important pour mon savoir-faire, c'est important pour mon artisanat. Il faut garder vraiment l'aspect authentique du territoire, comme nos anciens faisaient. On n'invente rien, on a juste refait tout ce que les anciens faisaient auparavant. Quand vous dites on n'invente rien, ça amène évidemment la question du savoir-faire. Comment ils se conservent de ce savoir-faire? Est-ce que vous avez des équipes qui sont formées Oui, j'ai 6 équipes qui sont formées, 6 personnes, pardon. Mais c'est les anciens qui ont appris aux plus jeunes. Ouais. Et vous me disiez que vous aviez des jeunes dans vos équipes? Oui, j'ai des jeunes dans les équipes. Ouais, et alors, c'est quoi le geste sur cette pierre? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont avec vous? Parce qu'on sait que c'est compliqué aujourd'hui dans le bâtiment, c'est compliqué de recruter, c'est compliqué de former. Or là, ce geste-là, qu'est-ce qui... Après, ils sont fiers d'eux dans le sens où c'est une couverture qui va durer une centaine d'années. Ouais. Et puis c'est toujours sur des beaux édifices. C'est ça. Ouais. Donc c'est à la fois l'environnement, les matériaux travaillés qui font... Est-ce qu'on peut dire que ces jeunes ont une certaine fierté du métier qu'ils font? Oui, ils vous le disent? Oui, clairement. Ouais. Et puis si vous voulez, les jours où il pleut, ils se mettent à tailler. Donc ils ne sont jamais sous la pluie.
Oui, en plus, c'est-à-dire que voilà, oui, ils y retrouvent leur compte, ils ne sont pas tout le temps sur les toits. Je voyais le geste et puis je voyais aussi les petites cales en quoi? C'est en chêne que vous utilisez Oui, encore? alors maintenant, on est sur une volige de 25 mm Ah oui, d'accord. et C'est une pointe en cuivre. une petite pointe en cuivre. Ah d'accord, ok, c'est plus cette petite On se pointe. rend compte que c'est souvent la cheville Eh oui, qui craque. ouais, Et avant la pierre. qui se dégrade. Oui, tout à Qui se fait. dégrade avant la pierre. Est-ce que vous avez des anecdotes à partager sur des pierres que vous auriez pu récupérer d'un édifice, remis sur un autre édifice inattendu, ou Non, ça reste traditionnel? Non, ça reste traditionnel. Ça reste traditionnel. Beaucoup de particuliers sont attachés à ces toitures en lauze et vous disent moi je veux un soin particulier. Oui, certains puristes, tout à fait, mais Ouais. le souci c'est le coût mètre carré, c'est qu'on est sur des coûts qui sont quand même assez chers. Bah oui, parce qu'il faut. C'est très gourmand de manœuvre. Et voilà, c'est ça, il faut enlever. Pour 1 mètre carré de couverture, il faut 3 mètres carrés de pierre. Ah d'accord. Ouais. Plus le temps d'enlever cette couverture, de la tailler sur place, de la remettre, les pièces, d'accord. Donc ça aussi, il y a un coût qui est important. Est-ce qu'il y a des personnes qui malheureusement renoncent à cause du coût et vous disent est-ce que vous avez une autre solution de toiture à me proposer? Oui, après on a la solution d'une ardoise verte. Ah oui. C'est pas une pierre, mais c'est une ardoise verte. Donc ressemblante, on va dire. Oui, Mais c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais non, je voulais évoquer cette notion de coût parce qu'elle est importante. Le coût du savoir-faire, le coût de la main-d'œuvre, le coût de cet artisanat. Emmanuel Fauché, quand on parle de ces savoir-faire, on entend la fierté des jeunes. Ça aussi, c'est une forme de reconnaissance individuelle. Quand on travaille la pierre, eh bien, on s'inscrit dans le temps long. On s'inscrit dans le temps long parce que on est passeur, du coup, on devient passeur de connaissances. Et comme je le disais tout à l'heure, alors vous allez vraiment vous dire c'est un vieux con, oui, on ne fait plus ça. Aujourd'hui, on ne passe plus les choses. Il n'y a guère que l'artisanat qui permet de le faire. Transmettre un métier. Et c'est pas très reconnu. Alors ça commence à le redevenir un petit peu, mais c'est pas très reconnu. Combien de centres de formation des apprentis ont peiné à recruter, à retrouver des jeunes qui acceptent de rejoindre le milieu du bâtiment et qui, pour le coup, retrouvent le chemin du chantier, retrouvent le chemin de la maîtrise d'œuvre, retrouvent le chemin du geste. On a beaucoup intellectualisé beaucoup de choses, mais il ne faut pas se tromper. Le geste de la taille a d'abord été fabriqué par le tailleur. C'est lui qui a expérimenté. C'est lui qui avait les outils, c'est lui qui les a fabriqués, et c'est lui qui a trouvé le geste qui a permis de façonner le moellon, la pierre de couverture, la pièce de charpente. Ensuite, ces gestes-là se sont transmis de manière orale, et puis on a réussi à dessiner, on a finalement dessiné, puis on a eu des penseurs qui ont repris les gestes et qui ont fabriqué une forme de réglementation pour pouvoir l'apprendre, pour pouvoir le transmettre ailleurs. Et ce geste initial, en fait, le retrouver à nouveau, le reconnaître à nouveau, et de la part des maîtres d'œuvre que je peux représenter, avoir aussi une forme d'humilité vis-à-vis de ce savoir-là, ça devient absolument essentiel. La reconnaissance de chacun dans ses propres valeurs, de ce qu'il transporte en termes de savoir-faire et de métier, et donc de potentialité pour la préservation des édifices comme ceux-ci, c'est finalement conserver les couleurs auxquelles on tient dans le Cotentin. Et c'est une boucle. On parlait tout à l'heure d'économie circulaire ou d'économie sphérique. En fait, c'est une addition d'un certain nombre d'éléments qui sont, de mon point de vue, sur une représentation horizontale. Et chacun fait sa part, qui, s'additionnant aux autres parts, fabrique un tout qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine. Mais on peut espérer que les éléments contemporains sur lesquels on travaille puissent aussi devenir du patrimoine. Puisque, typiquement, ce qu'on caractérise aujourd'hui le patrimoine, ce sont des éléments qui ont été conservés dans le temps. C'est-à-dire que dans les liens qu'on pouvait avoir les uns avec les autres, on considérait qu'un élément avait une valeur supérieure à un autre. Et quand je dis ça, c'est pas mettre en difficulté les éléments qui étaient un petit peu laissés de côté, qu'on pouvait éventuellement effacer, mais c'est considérer qu'à un endroit, il y avait une représentation d'un savoir-faire, il y avait une représentation d'une mise en œuvre, il y avait une représentation d'une orientation, d'une installation dans un paysage, et tout ça valait le coup d'être reproduit. Et on peut espérer que ce qu'on construit aujourd'hui, ce qu'on participe à mettre en œuvre, fabrique aussi ce patrimoine. Parce que, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas un seul patrimoine qui existe. Il y a beaucoup de patrimoine. Il y a un patrimoine dans notre département qu'on connaît assez peu, assez mal, qui est le patrimoine de la reconstruction, par exemple. Et on a mis du temps à reconnaître que
dans les années 50, on a mis aussi un degré d'intelligence, d'attention, de persévérance, de courage pour fabriquer des villes dites nouvelles. Il y a 500 ans, on a fabriqué à un moment donné des villages nouveaux. Et comme partout, on a démarré sur un coteau bien ensoleillé avec de l'eau, et puis on s'est installé, il y a eu un boulanger, il y a eu un maraîchage différent, il y a eu des agriculteurs, et c'est comme ça que les villages et les villes se font. Le patrimoine nous permet de nous dire qu'il ne faut pas déshumaniser en fait ces lieux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des lieux inertes, ce ne sont pas des lieux vides de sens, ils transportent avec eux une histoire humaine. Moi, je tiens beaucoup à ce terme-là. On peut les regarder comme des éléments, des bâtiments en fait, simplement, mais ils transportent avec eux une histoire humaine. Et chaque élément mis en œuvre est témoin d'un savoir-faire. Merci de le rappeler, Emmanuel Fauché, effectivement, cette notion de patrimoine et cette transversalité. On a dans la salle avec nous, et je pense qu'on va pouvoir vous apporter un micro, je ne sais pas, je crois qu'il y a un micro qui peut circuler. Yannick Lassica, il est spécialiste de la pierre sèche, puis il est également responsable de formation de l'entreprise Pierre de Beauchamp. Yannick, je ne vous vois plus. Voilà, on va vous apporter un micro. Patrick va vous apporter un micro. Voilà, il est en train de le tester. J'aimerais avoir, vous qui, Yannick Lassica, qui avez un regard, parce que vous êtes expert national sur cette pierre sèche en France, vous travaillez à la réactivation notamment de filières toiture en pierre. D'abord, avoir votre regard sur les témoignages des différents horizons que vous venez d'entendre. Ça, c'est quelque chose qui traverse la France, c'est-à-dire que les questionnements ici, dans l'identité et la culture du Cotentin, c'est des questionnements que vous entendez également ailleurs? Oui, tout à fait. Je dirais un peu partout, on retrouve sur ce qu'on appelle les bassins de pierre, puisque partout il y a de la pierre de qualité constructive, on va retrouver cet écosystème avec les artisans qui ont le savoir-faire, et puis le DAP, le CNE, parfois c'est pas loin d'ici les parcs naturels régionaux, et à chaque fois localement on recherche des solutions par rapport à cet accès à la ressource, quand on parle de pierre, et puis par rapport à la transmission des savoir-faire. Alors justement, cette question de l'accès à la ressource, Yannick Lassica, comment on y travaille? Je crois que vous collaborez avec le pôle d'activité normand autour de la pierre sèche. Comment on fait pour travailler cette question d'accès à la ressource, d'économie circulaire, d'architecture de cueillette, pour éviter une importation à des centaines, voire des milliers de kilomètres? C'est quoi votre travail? Et donnez-nous une petite projection. Vous êtes optimiste sur ces notions-là et ces questions-là? Alors, optimiste, oui. J'ai organisé en 2002 il existait un centre national de promotion de la pierre et ses métiers qui organisait chaque automne le mois de la pierre. Et en 2002, donc, nous avons organisé une table ronde sur la filière toiture en pierre, du Midi jusqu'à Clermont-Ferrand, sur la moitié sud de la France. Et il y avait des représentants d'une dizaine de départements et qui posaient un diagnostic qui est celui que l'on pose aujourd'hui. Et donc de 2002 à 2015, tout le monde connaissait les problèmes, mais finalement, on n'a pas mis en œuvre l'écosystème dont je parlais tout à l'heure. Il n'y avait pas une majorité d'acteurs qui étaient convaincus qu'il fallait agir. Et donc on a laissé l'accès à la ressource, les carrières fermées, les carrières se fermer progressivement, et puis des savoir-faire se perdre aussi. Et puis à partir de 2015, donc, il y a eu des énergies, des programmes, des artisans se sont regroupés. Donc à l'échelle du Massif central, il y a eu un projet sur justement une prise de conscience qu'il fallait agir, et donc un projet à l'échelle des 4 régions du Massif central. Et ça a permis de mobiliser des moyens, par exemple sur la question des toitures en pierre, de
déjà prendre conscience que M. Rose parlait du schiste d'ici, mais donc, il y a des schistes là encore dans peut-être 5-6 départements. On va retrouver des schistes de différentes couleurs. On va avoir en Haute-Loire, c'est une lose d'origine volcanique, la phonolite. Dans les Alpes, ça va être des schistes. Dans des zones calcaires comme la Bourgogne, le Jura ou les Causses, donc dans le sud et ouest du Massif central, donc le Quercy, l'Aveyron, les Grands Causses. Là, ce sont des loses calcaires. Donc en fait, voilà, on va retrouver ces techniques dans différents endroits, et du coup, ces artisans se sont, avec l'appui des chambres de métiers, avec la prise de conscience de quelques carriers, donc on crée un diplôme, donc un certificat de qualification professionnelle de l'osier, donc qui existe depuis l'an dernier, et puis avec une option schiste et une option calcaire. Donc là, on est rassuré sur le savoir-faire et sa pérennité, quoi. Et donc il a fallu plus d'une dizaine d'années pour que ça aboutisse. Ouais. Et puis, quand j'entends M. Rose dire qu'il travaille 100% dans le réemploi, ça me fait penser à l'Ariège. L'Ariège, donc, même chose. Là, c'est le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises qui était acteur moteur pour la prise de conscience. Il y avait une douzaine de couvreurs qui faisaient le même constat que M. Rose, et qui disaient, oui, nous, alors qu'il y avait beaucoup d'ardoisières en Ariège, nous travaillons avec 100% merci en tout cas, Yannick Lassica, de votre témoignage, de votre présence parmi nous. Ce que je vous propose, c'est que, et ça vous êtes habitué à ça également sur ces rencontres, c'est de faire circuler le micro pour prendre vos questions à nos intervenants. Voilà, surtout n'hésitez pas, ils sont là, ils sont passionnés par ce qu'ils font, et j'imagine que vous avez peut-être des questions, et on va faire circuler le micro. Allez, qui se lance? C'est toujours difficile. Non, voilà. Alors, est-ce qu'on peut jouer un petit jeu de voilà. Oh, voilà, super. Bonjour monsieur, je vous laisse vous présenter et poser votre question. Bonjour, donc moi je suis Philippe Henry, entreprise HMC à Valette. Comment vous parliez tout à l'heure de conserver le patrimoine, de faire tout ça, et comme disait Frédéric, souvent on va avoir des toitures à refaire, mais sans se préoccuper du client, si c'est un particulier qui a un manoir ou qui a des choses comme ça et qui doit réisoler. Parce qu'il a un logement qui est classé Z, on va dire, et il faudrait au moins qu'il arrive à chauffer, qu'il enlève sa cuve à fioul. Donc, par contre, ce qu'il y a, c'est que quand on va mettre ça en place, ok, on va faire des enduits à la chaux, voilà, on essaye de garder des fenêtres traditionnelles, on est là à tout faire, mais on sait très bien qu'on va perdre un maximum d'isolation par les toitures. Des fois, on va nous dire, non, on va respecter absolument le patrimoine, il ne faut pas mettre de sous-toiture, il ne faut pas mettre tout ça, voilà, donc on va poser la pierre, on va faire tout ça. Et après, des fois, il y a des intervenants qui vont arriver, qui vont poser un isolant directement sur la pierre, vous voyez comment ça fait, et puis ça ne ventile pas, et on a des toitures qui sont faites, qui ont été conçues à la base par nos anciens. Donc c'est pour ça, ce qui serait bien aussi, c'est pour apporter aussi auprès de nos clients de tout ça, c'est de respecter le patrimoine, mais aussi qu'on nous amène aussi des choses concrètes, où c'est qu'on ait des vraies performances, qu'on puisse apporter à nous, voilà, parce qu'on est d'accord, sur une église, on ne va pas se soucier de tout ça. Mais pour des particuliers, parce que là c'est pareil, je vais attaquer un chantier, voilà, et dans la tête du client, à la prochaine étape, il voudrait bien refaire, parce que c'est une maison qu'il a héritée, ils veulent la garder, ils veulent la rendre habitable, ils veulent pouvoir en profiter, et puis économiquement parlant, voilà, que ce soit pas... Et par contre, les solutions, on va les trouver après. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est payant. Donc c'est pour ça que, voilà, s'il y a des choses qui peuvent être amenées, je pense que dans les conseils auprès des gens, voilà, c'est parce que... Alors justement, je pense qu'on peut donner la parole à Emmanuel Fauché, parce que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ce conseil préalable, et puis cette notion très importante de patrimoine, mais c'est pas parce qu'on a un patrimoine qu'on n'a pas le droit aussi à avoir, comme le disait monsieur, du chauffage et à se sentir bien chez soi, mais ça c'est possible. Oui. Et voilà,
qu'on ne se trompe pas, c'est que le conseil du CIE, il n'est pas plus important que le conseil d'un artisan, il va avec en fait. Et le savoir-faire, la mise en œuvre sont des choses qui sont pour nous essentielles. Pour répondre à votre question, je pense à un accompagnement qu'on a fait il y a une dizaine d'années dans le Sud-Manche à Ducé, d'une grande maison patrimoniale, avec cette question de gestion du comble finalement. La réponse qu'on avait proposée, alors quand je dis la réponse qu'on avait proposée, on ne fait pas de maîtrise d'œuvre. Donc elle est généralement embrassée par un maître d'œuvre et un artisan ou un artisan dans la réalisation. La réponse qu'on avait proposée, pour ne pas toucher en fait à la couverture, pour pouvoir réintervenir ultérieurement, modifier des pièces de charpente, les récupérer, en remplacer, ça a été de travailler sur le plancher. Vous dites très justement, on perd 30% de la chaleur par le toit, j'en sais quelque chose à titre personnel, et du coup comment est-ce qu'on fait pour protéger cette perte-là? Et on avait proposé un plancher, en fait de travailler sur un plancher léger isolant, de quasiment 60 cm d'épaisseur, et de faire en sorte que cette pièce de comble devienne une pièce d'usage de mi-saison. 10 ans après, alors je vous le dis parce que la personne nous a rappelé juste avant l'été pour qu'on aille les rencontrer, ils nous ont raconté en fait l'usage qu'ils font de ce lieu. Et en fait c'est un lieu dans lequel ils vont au printemps ou à l'automne, et ils nous expliquent qu'ils ne l'utilisent plus l'hiver ou l'été. Et c'est particulier, vous allez me dire, c'est aussi faire l'impasse sur une partie de leur habitat. En fait, ils y ont retrouvé un mode de vie un petit peu différent. Et de la même manière, ils ont travaillé sur des enduits correcteurs plutôt très épais dans une grande cuisine qui est la leur, et c'est le lieu dans lequel ils vont s'installer quand il fait trop froid pour avoir un peu plus chaud. Donc c'est une manière rustique, en fait, de vivre, mais ils ont réinstallé des lieux de confort 100% confortables. Modularité de la performance énergétique. Alors on peut réfléchir par module. Ah, tout à fait. C'est exactement ça, en fait, c'est des petites cellules d'accompagnement. Parce que cette famille-là, elle avait typiquement absolument pas la possibilité d'investir et de couvrir un chantier de plus grande ampleur. Et l'artisan qui les a accompagnés a accepté en fait une démarche de phasage. Donc ça n'a pas été un marché public, c'est pas un marché d'accord cadre, mais ça a été entre la famille et cet artisan, ça a été un travail sur le long terme. Et petit à petit, en fait, ils ont fait des choses. Donc ça a commencé par l'isolation de ce plancher, qui a amené une vraie économie du point de vue énergétique, puisque dès le premier hiver, en fait, l'utilisation, la quantité d'énergie dépensée a été diminuée. Et puis de proche en proche, on essaye d'accompagner, c'est empirique hein, comme solution. Mais très souvent, les tableurs Excel qui sont faits par des grands ingénieurs hyper pointus sur les calculs thermiques oublient complètement la notion d'usage, oublient la notion du lieu, oublient la notion de l'humidité présente, oublient le savoir-faire, oublient, et puis oublient tellement de choses que finalement les solutions ne sont plus du tout appropriées. Oui, donc j'en viens justement, c'est que quand on a un client qui va arriver, qui a sa toiture à faire ou des choses comme ça, parce que là, je voulais soulever aussi un autre problème qu'on a pu discuter avec Frédéric aussi tout à l'heure, c'est que oui, il y a des toitures qui vont être restaurées, qui vont être tout ça, qui sont amenées au maximum de ce qu'elles peuvent tenir. Et là, on se retrouve qu'il y a des chantiers que, tous cassent la gueule, entre guillemets. On n'est pas 50 intervenants à pouvoir répondre sur des toitures. Et ce qui fait qu'il y a des moments, pour répondre à tout le monde, c'est en même temps, c'est pas évident, et les gens, ils sont un peu dans l'urgence aussi. Hein, donc c'est un peu les contraintes qu'on a aussi de préserver aussi le patrimoine et le savoir-faire. On a des clients, des fois, on ne peut pas leur répondre, parce que c'est pas évident de répondre à tout le monde en même temps, puis quand la toiture qui tombe, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, n'hésitez pas en tout cas, vous l'avez compris, à vous tourner vers le CIE. Juste dire que je partage ce que vous dites. Cette conscience-là, on essaie de l'avoir à un niveau différent aussi pour vous, dans nos démarches d'accompagnement. La notion d'urgence est toujours la même, mais le temps du chantier est un temps long. C'est-à-dire qu'à partir du jour où vous intervenez sur le chantier, même à partir du moment où vous intervenez, c'est pas en 2 jours que la totalité est faite. Quand on découvre une charpente en mauvais état, qui modifie complètement la manière avec laquelle on doit intervenir, parce qu'il faut faire appel à un charpentier pour reprendre un entrée, un point à son, j'en sais rien, et puis réintervenir, on change complètement la donne du chantier. Donc c'est avoir conscience de ça, c'est aussi respecter vos métiers en fait quand on le fait. On prend une autre question, une autre intervention. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, à faire des remarques. Monsieur, on va... Si, parce que nous on a besoin de micro pour vous entendre, ça va être plus simple, pour que tout le monde profite de ce que vous allez dire. Ne touchez à rien, juste pour... Oui, moi je reviens sur la quantité des pierres pour les toitures, la récupération
c'est bien, mais moi je sais que j'ai une grande maison avec des toitures en pierre, où je sais que sur l'arrière, les fasteneurs, le réemploi, c'est impossible parce que les pierres sont mortes, parce que les pierres s'effritent. Donc moi je ne suis pas convaincu qu'on puisse réutiliser, et je pense que sur une toiture en pierre, on ne peut pas réutiliser plus de 50%. Donc moi je vois la pérennité pour la suite, sans apport ou sans, parce qu'il n'y aura pas de carrière ouverte, on ne pourra pas continuer longtemps de couvrir, à part tout ce qui est religieux ou classé, mais le reste, le patrimoine s'en ira, à mon avis. Bah, écoutez, je donne la parole à Frédéric Rose, puisqu'il a cette visibilité. Oui, après, tout dépend de la qualité de la pierre, des couvertures. Il y a certaines pierres qui sont plus usées que les autres, et des fois, on ne récupère que 30%. Oui, on ne dit pas la récupération, c'est on récupère 100% de votre toiture pour la refaire en état. C'est pas ça l'idée. Hein, je me suis peut-être mal exprimé. On a toujours 30 à 40% de perte. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Et c'est là où votre stock intervient et vous faites venir. Et on doit faire le complément. Le complément, la rotation de complément. Voilà. Mais sur la question de la pérennité qu'évoquait monsieur, est-ce que vous avez les mêmes inquiétudes ou vous vous dites non, avec le stock dont on dispose, avec le réemploi, on a quand même une belle marge de manœuvre? Pour l'instant, comme on en a parlé tout à l'heure, 10-15 ans, mais oui, à terme, il faudra y penser. À terme, il faudra poser des questions. Parce que la pierre de réemploi sera certainement plus mauvaise que des pierres initialement qui ont été mineuses. Une pierre qui a vécu, même si vous la retaillez, je pense qu'elle durera moins longtemps qu'une pierre qui sort de carrière. Donc les 100 ans, à mon avis, je ne suis pas convaincu. Alors on va laisser le professionnel parler, il va essayer de vous convaincre. Après, chaque pierre est travaillée, retravaillée, sonnée, calibrée. Moi, je n'ai pas le doute là-dessus. Le schiste fait son travail et je ne suis pas inquiet. Bon, alors si Frédéric Rose n'est pas inquiet, moi non plus. On va donner la parole à une autre personne pour un commentaire, une question, un partage d'expérience, hein, peut-être aussi, vous avez une expérience à partager. Vous avez, j'en suis persuadé qu'ici dans l'Assemblée, il y a plein de gens qui ont des maisons en pierre. Peut-être partagez-vous votre expérience, comment vous faites pour la performance énergétique, pour vous sentir bien chez vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager un petit peu leur quotidien, ou leur rénovation, leur réhabilitation? Ou on a fait le tour de la question? Ah, voilà, attends, je crois qu'il y a monsieur qui, si vous voulez bien faire circuler, sans vous lever, pardon, je vous fais vous déplacer. Merci monsieur, c'est gentil. Oui, en termes de performance énergétique, vous parliez tout à l'heure d'enduit, vous avez employé un terme, je ne me souviens plus, d'enduit aux chambres par exemple. On a cherché chez nous à faire intervenir quelqu'un, mais les artisans sont très rares, voire uniques. Alors est-ce qu'il faut les faire venir du Massif Central? Est-ce que, voilà, c'est un peu ma question pour arriver à trouver des artisans qui puissent répondre, qui soient disponibles, parce qu'ils sont sollicités de droite ou de gauche. Là, c'est une question très intéressante parce qu'on pourrait croire que c'est une question tout à fait individuelle, personnelle. On va dire, ce monsieur a un problème à retrouver un artisan. Mais toutes les personnes qui sont dans la salle, je suis sûr, ont expérimenté la même chose quand on cherche un artisan. Est-ce que quelqu'un, je vois qu'il y a Nick Lassica veut peut-être répondre, mais d'abord, est-ce que quelqu'un à cette table ronde, comment on fait Emmanuel, c'est vous qui avez évoqué cet enduit chanvre. Alors moi, je sais qu'il y a des personnes, qu'est-ce qu'elles ont trouvé comme réponse à ce problème? C'est des chantiers participatifs, par exemple. Mais effectivement, si on veut être accompagné par un professionnel, dans la région, dans le département, c'est vrai que, on l'a en tête, mais il n'y en a pas énormément d'artisans. On n'est pas une société qui avons valorisé l'apprentissage et la transmission du savoir-faire. Il faut quand même se dire qu'on est une société qui a plutôt favorisé la nécessité pour les gens d'aller travailler dans des bureaux chauffés, de ne pas trop prendre le soleil, de ne pas être sous la pluie, etc. Donc aujourd'hui, on hérite de tout ça. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un mouvement hérité, finalement, d'une situation sociale où le geste avait moins de valeur que la pensée. Or, tout ça fonctionne ensemble. Et donc, je pense, alors, j'entends ce que vous me dites, et on a des témoignages analogues. Alors, il y a certains artisans autour du parc, ou dans nos territoires, qui savent, qui ont ce savoir-faire-là, qui ont un cahier des charges qui est bien plein, avec un carnet de commande, et puis qui sont difficiles en fait à appeler.
mais qui nous disent aussi qu'ils rêvent que dans les centres de formation des apprentis, dans les réseaux d'apprentissage, on retrouve aussi le lien avec la valorisation de ces métiers. Pour que les artisans qui sont là, alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils se trouvent quand ils ont besoin d'apprentis, mais parfois ça peut être une grosse galère. Grosse galère, parce que l'idée, c'est pas de trouver simplement quelqu'un qui cherche un boulot, c'est de trouver quelqu'un qui finalement a une passion. Ces métiers-là, c'est des métiers passion. Monter sur un échafaudage, soulever des trappes, alors qu'il a plu, aller s'installer sur un toit, pour pouvoir travailler un matériau qui finalement, à la fin, donne un bâtiment qu'on appelle du patrimoine, enfin, c'est un courage de chaque instant. Et ça, c'est une vraie valeur. Alors, il y a des tas d'endroits où on montre en fait ces choses-là, mais on ne montre pas comment elles ont été faites. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que finalement, moi, enfin, le ressenti que j'ai sur cette notion de patrimoine, c'est la racine humaine. Chaque élément posé est issu d'un geste et d'un savoir-faire, et donc est issu d'un homme ou d'une femme qui l'a mis en œuvre. Et donc, dans notre démarche, alors, en vous répondant ça, vous allez me dire, oui, vous ne résolvez pas ma question pour le mois qui vient. Effectivement, mais c'est moi qui vais le dire, Emmanuel. Bon, ok, mais... En tous les cas, on peut engager un mouvement où on retrouve du lien. On parle de responsabilité environnementale, on parle de développement durable. C'est aussi retrouver le moyen d'apprendre des métiers dits anciens, d'une manière peut-être nouvelle, connectés avec nos territoires, et pour retrouver un réseau et un maillage qui permettrait de répondre aux demandes qui sont faites. Parce que là, la connexion, elle est vraiment à l'inverse. C'est-à-dire que, malheureusement, pour les fenêtres, on a des poseurs de fenêtres et des industries qui fabriquent des menuiseries. Pour les maçonneries, on a des palettes d'agglos à 50 km depuis les habitations, donc c'est devenu un matériau acceptable pour les isolants, etc., etc., etc. Alors que tout ce qui nous entoure est issu d'un savoir-faire. Moi, je me souviens, dans mon territoire d'origine, de la disparition du dernier plâtrier. Alors, quand je dis de la disparition, c'est son départ à la retraite. C'était un des derniers plâtriers qui savait monter des escaliers en voûte sarrasine. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc on gâche du plâtre, on prend de la brique, et puis en fait, ils montent la brique en montant sur les marches. Donc ils font l'escalier en montant dessus et en le faisant tourner éventuellement, enfin faire tourner. Aujourd'hui, en fait, on va acheter dans une grande enseigne un escalier tout fait, et puis on espère que le limon sera bien placé, que la hauteur à 2 cm près sera à peu près bonne, et on répondra à l'idée de se transporter du rez-de-chaussée à l'étage. Et je vous dis ça, c'est un peu caricatural, mais en fait, on a perdu le lien avec les lieux qu'on habite, et avec cette richesse du geste, cette richesse du métier. Faire du pain, faire des chaussures, fabriquer un escalier, faire une couverture, faire une charpente. Tout ça, ce ne sont pas simplement des mots qui nous permettent tous les ans d'aller nous balader pour les rencontres, les journées européennes du patrimoine, et de dire « oh là là, qu'est-ce que c'est beau !» Mais ça nous permet de penser peut-être aux gens qui demain nous permettront de retrouver une possibilité de fabriquer ça ensemble, permettront aussi aux artisans d'être un peu moins sous pression, parce que vous le disiez, enfin voilà, les chantiers sont hyper pressurisés, on vous demande d'intervenir rapidement, et peut-être un vrai réseau de réintervention sur notre patrimoine. Mais ce qu'on entend, en tout cas dans les propos de monsieur, c'est que on peut vouloir bien faire, mais ne pas y parvenir, faute de... Parce qu'on ne trouve pas les moyens, ressources nécessaires. Yannick Lazica, je crois que vous vouliez intervenir. Oui, c'était juste un complément de réponse. Donc, il y a une association régionale des professionnels de l'éco-construction, donc l'ARP, qui est très dynamique en Normandie. Une partie des bureaux sont à Caen, je pense. Et je pense que par rapport à la question sur les embouts chanvre ou les bétons de chanvre, enfin, voilà, pour d'autres. Voilà, une petite piste de recherche si vous ne l'aviez pas déjà à votre connaissance. Allez, on prend une dernière question. Ben voilà, dernière question, dernière intervention, si vous voulez bien. Éric Le Boucher, donc retraité, mais j'ai été entrepreneur pendant 40 ans, 45 ans. J'ai eu des compagnons qu'on a formés comme ça sur le terrain. C'est le fils qui a repris, il y en a 80 aujourd'hui. Je pense que c'est pas un problème aujourd'hui. Les jeunes sont en attente de ça. Je suis aussi président de l'UNMFR. Et on forme des jeunes, on a formé un nouveau métier. Là, le métier de muralier qu'on va développer en Normandie, c'est une réalité. Sauf qu'il faut qu'on soit écouté. Il faut aussi qu'au-dessus, on nous entende. Moi, il y a 10 ans, j'ai été voir la région pour dire, voilà, on a un nouveau métier pour les métiers de demain, pour accompagner nos jeunes qui souhaitent avoir des métiers qui ont du sens. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui ont des masters, qui veulent revenir sur des métiers qui ont du sens, toucher à la matière, faire des choses constructives. Voilà, c'est ça. Donc, il faut nous entendre quand on dit... il y a des choses à faire, il y a des attentes des artisans de trouver des compagnons, mais les jeunes, ils demandent que ça.
Donc, mais il faut leur proposer des formations, il faut les accompagner, il faut qu'on soit accompagné. Vous nous dites, vous, donc dans les formations, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de jeunes. Absolument. Moi, je suis désolé, mais quand j'ai voulu, avec Yannick Grassica, que j'ai rencontré par rapport à la pierre sèche, qui je suis un passionné de nature et d'environnement, j'ai toujours été un paysagiste qui construit de façon intemporelle. Donc j'ai refusé, par exemple, en 1980, quand je me suis installé, de mettre des bâches. C'était hors de question. En 1980 déjà, vous aviez... Hors de question. Hors de question, parce que je trouve que c'est un contresens par rapport à la sauvegarde de la nature, quoi. Donc il faut absolument que le lieu reste vivant. Un jardin, c'est d'abord un lieu vivant, c'est pas un lieu inerte. Donc c'est ce que j'ai défendu. Donc le mur de pierre sèche, quand j'ai rencontré Yannick, il m'a convaincu. Moi qui avais sauvé le gisement pour utiliser de la pierre locale, il m'a convaincu tout de suite, il y a 10 ans. Donc après, je suis allé voir les élus en disant, mais attendez, il faut qu'on bouge, là, il y a vraiment un besoin. Vous avez un territoire ici, permettez-moi de vous le dire, je suis tombé sous le charme, là je connaissais un petit peu, mais là j'étais vraiment sur la pointe. Écoutez, dans le regard d'un paysagiste, la première chose à faire, c'est de sauver le lien commun, c'est-à-dire c'est le trait d'union, les murs qui sont là, qui soulignent vos villages et qui effacent évidemment ce qu'il y a de vilain à côté. Et donc, allez voir, on a été avec Yannick il y a 15 jours à Limogne en Quercy, un maire a créé une association pour permettre tout simplement les 1000 mains, pour permettre de restaurer les murs. En 25 ans, il en a construit 10 km dans son village. Il a construit des lotissements, il a fait des murs le long des routes pour dire non, je m'occupe de la clôture. Vous n'allez pas me mettre du béton, vous n'allez pas me mettre du plastique, on va vous construire les murs en pierre sèche. Vous allez dans ce village, si vous voulez faire une excursion là-bas, vous allez voir que c'est magnifique. Donc je pense qu'ici, sur le Cotentin, c'est la même chose. Pour moi, c'est vraiment magnifique. Enfin, je veux dire, vous avez un trait commun là, qui est justement cette richesse de cette pierre présente en permanence dans le regard. Donc il faut tout simplement protéger ça et accompagner les gens pour qu'ils puissent le faire. Voilà, c'est ça. Et derrière, vous allez créer des emplois. Je considère que dans le métier de muralier, on peut avoir facilement 2 personnes par commune, à la fois dans le public et dans le privé, pour répondre justement à ces besoins de territoire, pour éviter que l'eau percole, pour éviter que... Parce que le problème est là, aujourd'hui, le fait de minéraliser, de bétonner partout, on voit toutes les catastrophes que ça engendre. Et nos jeunes, depuis 20 ans ou 15 ans, on n'entend parler que de catastrophes et de peur. Comment voulez-vous que ces jeunes-là ne soient pas sensibles, justement, à ce développement nouveau, à cette lecture nouvelle de nos paysages, de notre façon de vivre, etc. etc. Donc oui, il y a des choses à faire, mais je reste convaincu. Patrimoine, humanité, humain, environnement. Vous venez de faire le tour de ma vie où je me suis battu pour justement faire... Aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'argent. Nous sommes dans un pays riche. Donc l'argent, il est là. Alors après, il faut partager, c'est-à-dire qu'il faut accompagner de façon différente. Ici, excusez-moi, c'est le seul pays où il y a autant de camping-cars. C'est le pays où tous les 20 minutes, il y a un SUV qui est vendu, neuf. Donc il y a de l'argent. Le maître étalon, le camping-car. Donc voilà, je pense que c'est pas un problème. Simplement, il faut répartir différemment, il faut accompagner différemment. Et quand c'est un lotissement ou c'est pour un public, effectivement, avec des revenus plus modestes, il faut accompagner différemment. Il faut accompagner, bien sûr. Ouais. Merci pour votre témoignage qui finalement résume bien l'esprit de cette table ronde et puis votre regard extérieur au territoire voilà, est flatteur et je vous en remercie. Je vous demande également de remercier nos intervenants qui ce soir... Ah, vous vouliez une question? Ah ben voilà, alors ça y est, hein. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ah ben pas du tout, on est content, on est ravis de... J'ai un toit qui est malheureusement, enfin qui n'est pas en schiste, en pierre bleue. J'ai pas un manoir, j'ai pas une église. J'ai une toute petite maison. Je crois que c'était une étable. Alors, elle est dans un endroit magnifiquement situé parce qu'elle y a son petit pignon qu'on voit de la table de pique-nique qui surplombe Étalgrain. Et par contre, j'ai très 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 froid. En ce moment, il fait 14 dehors, il fait 14 dedans. Dans un mois, il fera 12. Enfin, il fait toujours pareil dedans. Des fois, j'ai 30 litres d'eau qui rentrent chez moi. Et puis, alors, je précise qu'on ne me voit pas, je voudrais bien arriver à solutionner cette maison. Elle a des murs de 80 cm d'épaisseur. C'est une toute petite maison, peut-être que le sable était du sable salé dans les joints, enfin elle aspire l'eau, je crois. Et je m'en sors pas. Alors ça fait 7 ou 8 ans que j'habite dedans, mais je ne peux pas la finir, je ne peux pas vraiment l'habiter. J'habite dans la Hague, mais je ne peux pas habiter ma maison. Alors, madame, et quand je demande des autorisations, bien qu'on ne me voit pas, c'est très très compliqué. Je voudrais juste qu'il y ait un peu de chaleur et de soleil et d'énergie solaire. Je vous promets que je vais vous apporter de la chaleur, de fenêtres, ni de... du soleil. On ne me voit pas.
Vous allez, je m'engage, vous allez rencontrer Emmanuel Fauché. Vous allez rencontrer le CEE de la Manche. Vous parlez vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de chauffage, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apporter ça dans un premier temps, qui vont vous écouter. On ne va pas répondre tout de suite, hein, parce que c'est vraiment une problématique, mais voilà, j'ai demandé à Emmanuel, là, pendant que vous parliez, on va faire un petite mise en relation, on va essayer de trouver des solutions. Voilà, je me transforme en animateur qui va régler les problèmes des personnes, mais voilà, on ne peut pas le régler ce soir, mais vous allez prendre les coordonnées d'Emmanuel, Emmanuel va prendre vos coordonnées et vous allez voir, il y a des solutions, je vous le promets. Je dis ça parce que je ne suis peut-être pas tout à fait la seule et c'est vrai qu'on aime infiniment la Pointe de l'Agde, c'est absolument extraordinaire la beauté ne pas des paysages, des hameaux, etc. Mais par contre, quelquefois, c'est vraiment concrètement pas très facile à vivre aussi au niveau des Mais c'était l'objet aussi de cette soirée. Merci de votre témoignage, merci beaucoup de votre transparence aussi et d'avoir partagé votre expérience. Cette fois, c'est la bonne. J'ai envie vraiment qu'on salue nos intervenants parce que, vous voyez, ils ont créé des débats et merci beaucoup. Merci de votre présence, merci beaucoup. Voilà, restez. Je vous invite, on va passer à la conclusion. Hein. Voilà, on met un terme à cette troisième épisode de ce cycle. Mais j'aimerais inviter Madame Laprand, peut-être pour un petit mot de conclusion quand même, malgré tout. J'aimerais vous entendre parce que là, voilà, on a eu ces échanges, on a pu entendre les personnes dans la salle. Voilà, on parlait du rôle des élus. On sent qu'il y a des attentes, mais on sent qu'il y a des actions. On a entendu, il y a aussi des actions qui sont menées. Oui, il y a des actions qui sont menées. D'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Madame tout à l'heure par rapport au moment où il faut venir vous voir. En fait, vous disiez que les gens viennent toujours vous voir venir trop tard, mais il me semble qu'il y a des permanences qui sont organisées tous les mois. Alors, il y a le CAUE qui est présent, il y a l'ABF qui est présent, donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir à la mairie de La Hague, solliciter justement ces rendez-vous, parce que ça peut être l'occasion effectivement de trouver des solutions. Mais j'entends effectivement la problématique des artisans qualifiés, des maîtres d'œuvre qualifiés, et là il y a effectivement une dynamique à créer. Donc on est ravis d'apprendre qu'il y a des murailliers qui vont se développer sur La Hague, parce qu'effectivement on le voit, nous, nos murets en pierre sèche s'effondrent, donc on fait des actions participatives, des petits chantiers collectifs, et on voit qu'il y a un vrai besoin, une vraie envie de conserver ce patrimoine et conserver vraiment toutes ses qualités, donc y compris sa valeur écologique, de gestion de l'eau, et pas juste le côté esthétique. Donc c'est vraiment, en tout cas c'était l'objectif de vous partager tout ça, toutes ces envies et sur la mise en valeur de notre patrimoine et la connaissance, la culture, que c'est pas juste le spectacle qu'on va trouver dans cet espace culturel-là, mais aussi cette culture de notre patrimoine, du paysage. Et donc j'espère que vous avez pu apprécier ce cycle de conférences, débats sur le thème de la pierre. Les 3 conférences, vous pouvez les retrouver sur le YouTube de la commune de La Hague, si jamais vous en avez loupé une. Et donc l'année prochaine, donc en 2025, on va continuer notre fil rouge et on va partir au fil de l'eau. Donc on va partir parler des cours d'eau très nombreux sur notre territoire, donc de l'entretien de ces cours d'eau, parce que ça fait toujours débat sur j'ai plus le droit de curer, voilà, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de complexité, donc on va essayer de clarifier tout ça. Et j'aimerais faire venir aussi le service GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques du Cotentin, qui a tout un programme de restauration des cours d'eau sur La Hague, et qui viennent nous présenter justement ce programme, et aussi la première action qui a été déployée cette année, qui est la renaturation de la Grande Vallée à Vauville. Donc voilà, je pense que ça va aussi générer pas mal d'échanges, et j'espère que vous serez nombreux aussi à nous accompagner à ces soirées-là. Merci à vous. Merci. Juste pour vous remercier de votre présence, de votre écoute attentive, et puis suivez effectivement le programme pour le prochain cycle de conférences. Merci 1000 fois de votre présence, et vous, finalement, qui faites vivre ces événements. Merci à vous.